Et donc c'est aussi une fonction qui prend de plus en plus de temps et qui est parfois assez lourde. Alors il faut aussi bien savoir que l'ambassadeur est l'envoyé du chef de l'État, du président de la République en ce qui nous concerne, auprès d'un autre chef d'État auquel il présente des lettres de créance. Et le chef de l'État, il veut dire qu'il n'est pas seulement le représentant du chef de l'État, il est aussi le représentant de l'ensemble de l'exécutif. Il n'est pas le représentant du ministère des Affaires étrangères, du ministre des Affaires étrangères, il représente tous les ministres, ce qui fait qu'il a la haute main sur toute l'équipe, le conseiller commercial, le conseiller culturel, l'attaché de défense, etc. Donc, il a aussi, en théorie, les pleins pouvoirs. C'est pour ça qu'on nous appelle des ministres plénipotentiaires ou ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires auprès d'un certain pays. Alors, je viens maintenant un peu à l'exercice de la fonction de diplomate. Encore une fois, il s'agit du diplomate essentiellement en poste dont je vais parler. Par définition, la fonction diplomatique s'exerce auprès d'États souverains, mais aussi, dans beaucoup de cas maintenant, auprès d'organisations internationales. Nous avons un haut représentant auprès des Nations Unies, auprès des communautés européennes, auprès de l'UNESCO, beaucoup d'organisations. Donc c'est aussi des fonctions parfois multilatérales. Mais je me concentrerai plus sur la fonction de l'ambassadeur auprès d'un État bilatéral. Donc, étant auprès de cet État, il doit en respecter à la fois l'indépendance, la souveraineté, bien sûr, mais aussi les lois, ce qui implique un comportement de non-ingérence, un comportement de discrétion qu'on lui reproche parfois, mais qui est dans l'ordre des choses de la vie diplomatique. Et le diplomate, quand on regarde aux origines, le diplomate est un peu aussi un otage. C'est-à-dire qu'un chef d'État envoyait souvent un membre de sa famille ou un de ses proches auprès d'un autre chef d'État pour garantir que la paix continuerait. Donc il y a un peu encore cette notion qu'on est là comme garantie de la paix. D'ailleurs, quand la paix n'a plus lieu, on expulse le diplomate. C'est en général le premier acte qui se produit quand un conflit apparaît. Alors, il y a une fonction aussi de cour, il ne faut pas se le cacher, dans le travail de diplomate. Il fait partie de la cour du chef d'État auprès duquel il est accrédité. Il est mêlé à la plupart des événements importants, les fêtes nationales, mais aussi des événements plus intimes. Récemment, par exemple, j'ai été invité au mariage de la fille du président. Vous participez aux événements heureux, m'inviter aussi à l'anniversaire de sa femme. Enfin, vous faites partie aussi de ce... Alors c'est un peu le côté un peu ridicule dans notre métier, je le sais bien, et qui est souvent critiqué, mais il ne faut pas se le cacher, et il n'est pas sans importance, parce que, sans faire du Saint-Simon, la façon dont le chef de l'État, l'ambassadeur est traité dans ces circonstances-là par le chef de l'État sont des indications de l'intimité et de l'appréciation qu'on peut avoir à son égard. Donc il ne faut pas uniquement en voir le côté un peu ridicule que j'avoue percevoir parfois. D'ailleurs, c'est parfois d'un extrême ennui, puisque souvent les chefs d'État, pas le nôtre heureusement, ni le président Chirac, mais arrivent avec des retards considérables. On attend éternellement que la cérémonie commence. Bon, il y a des côtés comme ça qui sont moins amusants. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que l'essentiel du rôle du diplomate, en tout cas un aspect très important, c'est sa fonction d'influence. Contrairement au préfet, fonctionnaire d'État que vous connaissez bien, l'ambassadeur n'a aucun pouvoir en dehors de l'administration de son ambassade. Il n'exerce aucun pouvoir direct. En conséquence, son importance et son succès dépend essentiellement de l'influence qu'il est capable d'exercer et qui tient à plusieurs facteurs. Le premier, bien sûr, c'est l'importance du pays qu'il représente pour le pays hôte. Quand vous êtes ambassadeur des États-Unis
vous êtes reçu plus facilement que si vous êtes ambassadeur d'un petit pays des Caraïbes. Par exemple, récemment, il y a un nouvel ambassadeur des États-Unis qui est une dame d'ailleurs, qui est arrivée à Abuja, qui est la capitale du Nigeria, et elle a été reçue dans les 3 jours par le nouveau président qui s'appelle Yar'Adua, alors que plusieurs autres ambassadeurs arrivés bien avant elle attendent toujours de présenter leur lettre de créance au chef de l'État. Bon, c'est clair que les pays ne sont pas égaux entre eux, bien que juridiquement ils le soient. Et la deuxième point dont il dépend son influence, évidemment, des moyens dont il dispose, tant les pays où nous exerçons, par exemple, une activité de coopération, il est évident que le budget de coopération, le nombre d'assistants techniques dont vous disposez, l'accès que vous pouvez avoir au crédit, notamment de l'Agence française de développement, etc., joue sur l'influence qu'a l'ambassadeur. Mais aussi, et peut-être surtout, le pouvoir d'influence dépend de la capacité d'expliquer et de convaincre, d'où le rôle important que joue le langage dans la fonction diplomatique. Alors, le troisième point, c'est la fonction d'information, d'évaluation et de proposition. Il faut rapidement que l'ambassadeur, qui arrive dans un pays avec souvent, malheureusement, une connaissance assez limitée du pays, nous avons un grave problème dans le service diplomatique français, c'est qu'on est nommé avec un très faible préavis dans un nouveau pays, on a peu de temps pour se préparer, donc on découvre le pays trop souvent vraiment sur le terrain, et ça demande un très gros travail de compréhension, d'analyse rapide, de voir un peu toutes les parties de la société. Donc l'ambassadeur doit faire la synthèse de tous les intérêts de la France et des Français dans le pays considéré et essayer de concilier ces différents aspects et de les pondérer. C'est pas toujours facile. L'éthique, la politique et l'économique ne font pas toujours bon ménage. Un gouvernement, une fonction diplomatique exercée uniquement selon des critères éthiques pourrait fâcher parfois à la fois les politiques et l'économique. On ne fait pas les représentations, je dois dire honnêtement, de la même façon dans un pays où il n'y a pas de pétrole et dans un pays où il y a du pétrole. C'est clair et il faut pas se le cacher, mais il faut quand même essayer de concilier. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Il y a des choses qui sont inacceptables et il faut le dire, j'y reviendrai tout à l'heure. Également, l'ambassadeur doit rapidement analyser la situation du pays où il se trouve, ses forces et ses faiblesses, et l'intérêt qu'il représente pour la France. Ça se traduit là aussi par un document qui s'appelle le plan d'action que l'ambassadeur présente dans les 6 mois après son arrivée au ministre ou au secrétaire général, suivant les cas, et qui, en tout cas, dans tous les cas, reçoit l'approbation, ou non d'ailleurs, du ministre et qui fixe normalement la ligne d'action pour le temps de sa mission. Et je voudrais dire aussi que l'ambassadeur exerce sa fonction dans un environnement de plus en plus collégial. Nous travaillons, l'Europe, ça existe à l'extérieur, l'Union européenne. Nous travaillons de plus en plus en groupe et nous nous réunissons en général 1 fois par mois, mais très souvent plus dès qu'il y a un événement important, une situation nouvelle, des visites à préparer. Donc c'est un aspect très important et nous cherchons aussi à avoir des positions communes. Et là, ça pose de très sérieux problèmes puisque l'Europe existe certainement sur le plan économique, elle n'existe pas encore vraiment sur le plan culturel et elle n'existe pas vraiment sur le plan diplomatie, de la politique étrangère et de la politique de défense. Donc on le voit bien, le cas le plus patent était la guerre d'Irak, la deuxième guerre d'Irak, et on a bien vu que les Européens s'étaient divisés gravement dans le soutien ou non
à la politique du président des États-Unis. Donc c'est assez difficile. L'inconvénient aussi de cette recherche de position commune, c'est qu'on arrive à des consensus mous qui ne sont pas véritablement des lignes d'action significatives, ce qui fait que toutes les déclarations européennes n'atteignent pas leur but, parce que quelquefois c'est un tel charabia qu'on ne sait plus du tout ce qu'on a voulu réellement dire. Vous l'avez probablement ressenti en lisant les informations ou en écoutant la radio. Voilà, donc ça c'est les différentes missions et différentes actions de l'ambassadeur. Comment celui-ci adapte son langage aux différentes missions et aux circonstances, c'est le point que je vais traiter maintenant. Alors l'acception la plus courante du mot diplomate est souvent associée à l'idée de courtoisie excessive, voire à la flagornerie, en tout cas au manque de sincérité. C'est le point de vue. Quand on traite quelqu'un de diplomate, c'est souvent assez mitigé comme appréciation. Je voudrais quand même montrer que ce point de vue est évidemment un peu réducteur. Alors, il y a un langage protocolaire convenu qui est pratiqué par le diplomate dans un certain nombre de circonstances. Par exemple, la cérémonie de présentation des lettres de créance dans laquelle le nouvel ambassadeur présente au chef de l'État du pays qui le reçoit une lettre du président français, en l'occurrence, est tout à fait convenue. Le texte de ces lettres est d'ailleurs presque de l'ancien français. On continue, on n'appelle plus le chef de l'État cher cousin, mais c'est presque encore ça. Et on lui dit qu'on lui a envoyé évidemment la personne la plus compétente et la plus sympathique et plus agréable possible pour le représenter, et qu'on lui demande de lui accorder toute la confiance, comme lui-même lui accorde toute sa confiance. Tout ça ne veut plus dire grand-chose, mais ça fait partie du protocole. En général, cette cérémonie purement donc formelle est suivie quand même d'un entretien avec le chef de l'État en tête-à-tête, ou en quasi tête-à-tête, où l'ambassadeur est amené un peu à expliciter dans certains cas les aspects principaux de la mission qu'il a reçue. Il faut dire que l'ambassadeur a souvent été reçu avant de partir par le chef de l'État. En l'occurrence, pour moi, c'était le président Chirac. Par exemple, quand je suis parti en Bosnie, j'étais reçu à l'Élysée pendant près d'une heure par le président Chirac, qui m'a expliqué, c'est un sujet qu'il suivait personnellement, bien sûr, et il m'a expliqué très, très, très personnellement et très directement ce qu'il attendait de moi, avec pas mal de détails. C'est pas toujours le cas, ça dépend du pays où vous allez, mais donc cet entretien avec le chef de l'État du pays qui vous reçoit permet d'expliciter un certain nombre de choses, mais aussi au chef de l'État qui vous reçoit de vous dire comment il voit le pays que vous allez représenter et ce qu'il en attend. Par exemple, le président Olusegun Obasanjo m'a rapidement dit, nous, Nigérians, c'est le plus grand pays d'Afrique par la population. Le Nigeria fait près de 150 millions d'habitants et 2 fois la taille de la France. Donc, en gros, 1/5 de l'Afrique subsaharienne, la population de l'Afrique subsaharienne est nigériane. Donc, c'est quand même un grand pays. Et il m'a dit, nous sommes là par la géographie, nous sommes africains de l'Ouest. Vous, Français, vous êtes en Afrique et en Afrique de l'Ouest par l'histoire. Nous devons travailler ensemble, mais dans une relation d'égalité. Autrement dit, ça voulait bien me dire, ne me traitez pas comme vous traitez les autres chefs d'État de l'Afrique francophone, que nous traitons parfois un peu cavalièrement et un peu comme si nous étions encore chez nous. Donc il mettait bien en place les différents éléments du tableau. Donc voilà, c'est pour cette cérémonie un peu formelle. Il y a aussi la relation, bien sûr, que les ambassadeurs ont entre eux. Il y a une forme de protocole. Quand on arrive, on va voir tous ses collègues pour